Dernier mercredi du mois de juin, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes le 28 dans l'Actu en débat, votre émission hebdomadaire qui vous décrypte toute l'actualité en 26 minutes. Ce soir, avec moi sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir M. Alexis Kalambri, directeur de publication du journal Mali Tribune. Bonsoir M. Kalambri. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et en face de vous, un directeur de publication également de Mali Kilé, M. So, Mokhtar So. Bonsoir M. So. Bonsoir M. Aïdara. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci. Avec vous, monsieur, nous allons développer deux grands thèmes. D'abord, l'arrestation, puis le placement sous mandat de dépôt de plusieurs acteurs politiques qui a été décidé le lundi dernier. Ensuite, nous allons évoquer la visite du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui était à Ouagadougou hier, au Burkina Faso, pour rencontrer son homologue, le capitaine Ibrahim Traoré. Alors, sans transition, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Jeudi dernier, plusieurs acteurs politiques, ils étaient au nombre de 11, ont été arrêtés au domicile de Moustapha Diko, qui est un membre influent du parti Adema PAJ, le vice-président d'ailleurs, voilà, vice-président du parti Adema PAJ. Un a été libéré bénéficiant de son statut d'avocat, maître Mohamed Ali Bachili, et les autres ont été placés lundi sous mandat de dépôt. Une première question pour vous, M. Kalambri. Quelle est votre lecture de cette affaire? C'est assez compliqué de mon point de vue, parce que si vous avez vu finalement les motifs retenus, oui, il y a eu, disons, un arrêté interdisant les regroupements politiques et à caractère politique. Maintenant, quand est-ce qu'on peut dire, est-ce que quand des hommes politiques se retrouvent, c'est à politique ou c'est à caractère politique? Parce que autre chose peut réunir les gens sans que cela soit le motif. Ensuite, est-ce que, de mon point de vue, puisqu'il y a une procédure judiciaire contre la décision, est-ce que c'est déjà adopté? Est-ce que ça doit s'appliquer ou ça doit attendre? En tous les cas, il y a un questionnement, il y a un débat dont on ne peut pas faire l'économie et que le ministère de l'administration territoriale doit faire. Il faut une animation de la vie publique. Ça peut ne pas être les hommes politiques, mais dès lors qu'il y a la vie publique qui doit être animé, il faut bien qu'il y ait ce rôle-là. Et je pense que les arrêtés ne règlent en rien la problématique qui est que nous avons des interrogations, nous avons besoin de réponses à des questions, que ça vienne des partis politiques, des hommes politiques, de ceux qui sont au pouvoir, encore que ça va être difficile de dissocier. Mais en tout état de cause, on ne peut pas faire l'économie du débat public. Alors, M. Kalambri vient de l'évoquer, nous avons besoin de réponses à certaines questions. Et est-ce que la réponse à la question de savoir pourquoi ces responsables, ces hommes politiques ont été placés sous mandat de dépôt peut se trouver dans le fait simplement de la suspension des activités des partis politiques? Est-ce qu'on peut trouver les réponses rien qu'à ce niveau-là, ou est-ce qu'on peut se demander qu'il peut y avoir d'autres raisons éventuellement? Non, pour moi, s'il y avait d'autres raisons, c'est à la justice de mettre à la disposition des citoyens maliens qui veulent comprendre, bien sûr. Et pour moi, c'est uniquement le fait qu'on ait porté atteinte à cette interdiction, justement. Mais maintenant, comme le grand frère l'a dit, est-ce que réellement le fait pour ces gens-là de se retrouver au domicile privé d'un homme politique soit-il, suffit pour que ce soit considéré comme une activité politique? Si c'est cela, est-ce que ça ne va pas faire jurisprudence, comme le terme des juristes eux-mêmes, c'est que comment est-ce qu'on peut se rendre compte, par exemple, pour parler clairement, que la rencontre, par exemple, du Premier ministre dans son domicile
dans sa résidence ne soit pas considéré comme une activité politique. Donc, c'est extrêmement, pour moi, c'est extrêmement léger, comme légère si vous voulez, comme accusation, pour aller jusqu'à les mettre sous mandat de dépôt. Et puis, au-delà de ça, il faut réfléchir aussi à quand est-ce qu'on est en phase d'activité politique et quand est-ce qu'on est en phase d'activité personnelle. Tout ça, ce sont des questions d'interprétation au final. Finalement, c'est malheureusement le droit même, c'est ça, les juridismes, c'est les débats d'idées. Vous pouvez trouver par exemple une thèse ici et 2 secondes après ou dans la phrase suivante, vous trouverez le contraire. Maintenant, mais ça n'interdit pas justement à la justice aussi de chercher à trouver la manifestation de la vérité. Maintenant, la bonne question que l'on se pose, comment le parquet va pouvoir justifier ces arrestations, ces inculpations, et puis comment est-ce qu'ils vont arriver à gagner ce procès-là si par extraordinaire, on a d'autres avocats qui aussi sont là avec les arguments. Alors oui, je me dis qu'il y a une autre Parce question. Parce que je voudrais ajouter un point quand même. Déjà, les avocats des inculpés ont commencé à parler des réunions privées, ou des visites de courtoisie seulement à l'occasion de la fête et tout ça, des présentations de vœux. Et si c'est cela, est-ce que présentation de vœux égale activité politique? Ça va être très, très compliqué. Alors justement, il y a une autre question aussi que je me pose et que je vous pose par la suite. Est-ce que on sait que la plupart de ceux qui ont été placés sous mandat de dépôt, en tout cas certains dont les partis sont signataires et considèrent qu'ils sont un petit peu opposés à la transition, on peut se demander pourquoi ce sont ces hommes politiques finalement qui, eux, ont été interpellés, placés sous mandat de dépôt, qu'il y a d'autres signataires qui, pour l'heure, en tout cas jusqu'à présent, n'ont pas encore été inquiétés. Il y a d'autres partis. Non. Et c'est ça aussi le côté séduisant du droit pénal. On ne peut pas poursuivre une personne pour une infraction commise par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Dès qu'on fait ça, c'est la justice même qui crée un incident qui pourrait être répercuté sur les populations, sur les justiciables, si vous voulez. Très bien. Alors, en fait, ceux qui étaient présents sont ceux qui ont été arrêtés. Voilà. Ensuite, est-ce qu'à proprement parler, on peut parler d'opposition à la transition? Il y a des gens qui ont dit, donnez-nous une date, on veut des délais, on veut des gaps, on veut des lignes directrices. Pour moi, ça ne suffit pas pour les qualifier ou les mettre dans l'opposition, parce qu'il n'y a ni opposition ni majorité de fait. Je pense que oui, il y a des gens qui sont peut-être pas bien pensants du point de vue des princes du jour, parce que voulant, disons, peut-être les bousculer dans leur confort, voulant les amener ou les obliger à des postures qui ne sont pas les leurs pour le moment. Mais oui, il n'y a pas forcément d'opposition. De l'autre côté, est-ce que l'idéal serait de tuer les débats publics? Est-ce que, en tant que dirigeant, on peut véritablement saisir le pouls de la société sans ces bruits de fond? Est-ce qu'on peut savoir la direction à prendre, les aspirations, si on ne permet pas la pensée et l'opinion plurielle? Je pense que ça, c'est des questions qui doivent figurer parmi tant d'autres et auxquelles il faudrait des réponses, parce que oui, on a besoin de voix discordantes, de voix divergentes, justement en tant que leader responsable pour faire la part des choses. Mais comme dirait l'autre, parler de feu ne brûle pas les lèvres, puis enfouir la tête sous le sable ne fait pas disparaître les problèmes. Donc je pense qu'il y a des choses à affronter, à régler et à discuter forcément.
Alors, quelle est, selon vous, aujourd'hui, la marge de manœuvre de la classe politique? Parce qu'on sent un peu que les réactions sont un peu timides. On avait déjà vu, lorsqu'il y a eu le procès de dissolution du parti Sadi, les réactions, pardon, je vais y arriver, étaient déjà timides en ce moment-là. Quelle est aujourd'hui, selon vous, la marge de manœuvre de la classe politique par rapport à Justement, cette c'est situation? l'inquiétude qu'il a soulevée tout à l'heure. Si on interdit aux gens de sortir, parler, de donner leur avis, leur opinion par rapport à la gestion des affaires publiques, ça devient problématique. Parce que un État, c'est justement un tout. Il faut l'autre, il faut la participation de l'autre à travers son opinion, à travers les actes qu'il pose pour que ça marche. Et chaque citoyen a le devoir de participer à la gestion de son État. Maintenant, faire en sorte que la classe politique soit inquiète à tel point de ne pas réagir et tout, pour le moment, je ne pense pas qu'on en arrive là, parce que j'ai vu, par exemple, il y a des soutiens qui étaient au tribunal de la commune Saint-Lundi. Il y en a qui ont été interdits d'accès d'ailleurs. J'ai vu des personnalités politiques, l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé qui était assis devant une boutique avec Mme Sikadia Tousso. Et il y avait la réaction de Moussa Mara qui était en vidéo, l'ancien Premier ministre qui n'était pas au Mali à l'époque, mais il demandait à ce que les gens sortent pour aller soutenir ces gens-là. Donc si ces réactions sont laissées passer, c'est que pour le moment, on n'a pas atteint un niveau où on peut dire qu'on n'a plus le droit de parler. Mais il ne faut pas en arriver là. Mais moi, je pense déjà que la classe politique a joué et a perdu. En ce sens que, si vous avez vu au début de la transition et surtout de l'arrivée de l'actuel Premier ministre, la classe politique a été chargée de tous les péchés d'Israël. Elle n'a pas réagi, elle a fait le dos rond, pensant laisser la bourrasque passer. Ensuite, j'ai l'impression, je peux me tromper, j'ai l'impression que ils ont mis du temps à vouloir faire cette union ou cette tentative d'union qu'on voit maintenant. Parce que chacun pensait qu'en courtisant les militaires, il leur ferait une passe millimétrée. Voyant que le calcul n'aboutit pas, on a l'impression qu'il y a un réveil, une tentative de se regrouper. Alors oui, parmi les questions à ajouter, est-ce que c'est tard? Et voilà. Très bien. Alors, nous allons passer au deuxième thème de la soirée. Cette affaire, je pense qu'on aura encore l'occasion de revenir là-dessus avec les derniers développements ou les prochains développements que nous allons constater. Le deuxième thème de la soirée, c'est le colonel... Surtout après les procès. Tout à fait. C'est le colonel Assimi Goïta qui était en visite d'amitié et de travail hier au Burkina Faso. C'est son premier déplacement au Burkina Faso, mais le deuxième depuis la Russie. Il ne se déplace pas beaucoup, le président de la transition. D'où ma première question pour vous, M. Calambré. On a vu au Burkina la semaine dernière, et voire même la semaine qui précédait, il y a eu beaucoup de rumeurs sur le sort du capitaine Ibrahim Traoré, sur ce qui se passait au Burkina. La situation était confuse. La semaine dernière, il a fait une apparition publique pour démentir les rumeurs. Mais on peut se poser des questions quand même sur le timing de la visite, qui était une visite express. Pourquoi maintenant ? On peut poser beaucoup de questions. Certes, pourquoi maintenant, mais également, qu'est-ce qui fait bouger Assimi? Bouger dans tous les sens. Hein. Vous avez vu, c'est quelqu'un qui était très avare en verbe, qui a fait des déclarations publiques à 2 ou 3 endroits en un mois. C'était presque pas arrivé, qui a accordé un entretien à la presse. C'était voilà. Donc ça, c'est le premier aspect d'un Assimi nouveau qu'on voit et qui non seulement il était avare en parole, mais à la limite il se serait exprimé en mort s'il le pouvait, parce que c'était vraiment bref ce qu'il disait. Mais maintenant on voit que peut-être qu'il a fait un coaching. En tout cas, il prend une carrure politique et
parvient à faire un discours huilé et tout. Le Burkina, oui, a connu tout ce qu'on a vu. Il y avait des rencontres programmées au niveau de l'AES. Puis, je pense que c'était plus apporter un soutien à un voisin, un camarade de lutte idéologique à un moment donné, à un moment où il y avait des doutes et des incertitudes. Parce que vous voyez, l'AES, c'est 3 pieds, donc on ne peut pas se permettre de perdre un. Et oui, la situation était grosse d'inquiétude pour nous qui n'avions pas d'informations. Et il y avait des risques de remise en cause. Donc oui, sa visite, c'était vraiment beaucoup plus pour un soutien moral et à la limite également un exercice pour lui-même. Très bien. Alors, est-ce que vous embronnez dans le même sens? Est-ce que cette visite s'inscrivait aussi dans le cadre de montrer que le Mali est là pour le Burkina, le colonel Assimi Goïta est là pour le capitaine Ibrahim Traoré, de montrer le soutien? C'est ça, c'est ça. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais à cette occasion, les présidents, comme il a dit, les présidents de la transition, le colonel Assimi Goïta, il a commencé à avoir l'envie de parler. Certainement qu'il a des choses à dire ou à dénoncer, je ne sais pas, parce qu'il y a eu quand même des dénonciations, des révélations, depuis Sikasso jusqu'à Ouaga. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Maintenant, est-ce que ces choses qui ont été dites, dénoncées et révélées par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, ici au Mali et au Burkina Faso, est-ce que ça va être suivi des faits, premièrement côté national, côté malien, et est-ce qu'il y a des conséquences côté partenarial, parce que si j'ai bien compris les Français, pour moi c'était un peu ambigu, mais quand même, pour moi, c'était pour dire que on ne veut plus traiter avec la France. Donc si c'est ça, quel impact, quelle autre vision ou quelle autre stratégie va avoir le partenaire français pour récupérer sa place en termes partenarial? Est-ce que même s'il n'a pas nommément cité la France. Justement. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'était ambigu. Et est-ce que le Niger va suivre, parce que ces voyages auraient pu associer le Niger? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des problèmes ou est-ce que le Niger était occupé à autre chose? C'est quand même des questions à se poser. Donc, il y a eu un certain nombre de choses. Et je pense que l'interview accordée à la presse, c'est le président Assimi qui a parlé, et dont à ses côtés, il y avait le président burkinabé, et il y avait le colonel Abdoulaye Baye, le ministre d'État. Donc, c'est un véritable homme politique et un homme d'État qu'il s'adresse maintenant aux citoyens du Burkina et du Mali, et aussi les instructions qu'il a données aux experts pour rapidement trouver des formules politiques et d'expertise pour aller davantage dans l'indépendance économique et politique, aussi bien sécuritaire de notre pays. Alors, dans le fond, il a aussi surtout parlé de sécurité, notamment ce qui se passe au Mali, avec la montée à puissance des FAMA, dont il a un peu fait le bilan, avec l'AES, avec ce qu'il prévoit de faire, et aussi sur le plan du développement économique, puisqu'il a dit que ce sont des piliers qui doivent aller ensemble. Sur le plan de la sécurité, notamment, il a dit la situation sécuritaire aujourd'hui est maîtrisée au Mali. Est-ce que vous partagez cet avis du président de la transition? En tout cas, le président de la transition a présenté un programme de campagne politique. C'est pour ça que je disais quelle est la suite et qu'est-ce qu'il y a derrière. On a vu un homme nouveau, beaucoup plus disert, mais également qui a annoncé, au-delà du fait de dire que la situation sécuritaire est maîtrisée, il a fait un programme économique, un programme de développement social, et c'est comme s'il déroulait un programme de campagne. Est-ce que déjà on voit un nouveau président qui s'inscrit dans la dynamique de prendre date,
ou c'est juste des effets d'annonce? Ça aussi, c'est bon à savoir. Mais il avait déjà fait ces mêmes types de déclarations lorsqu'il était à Caille, lorsqu'il était à Ségou, il y a un peu plus d'1 an. C'est déjà les mêmes types de déclarations. Le plateau varie, l'envergure change et le timing n'est plus le même. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça? Oui, en fait, par exemple, dans le cas de Caille, moi j'appelle ça le projet promesse. C'est beaucoup plus des promesses et tout ça. En fait, il était normal d'avoir des difficultés à réaliser ces projets-là, cette gigantesque ambition, parce qu'il y a des difficultés économiques. Il n'y a vraiment pas d'argent. Or, on ne peut pas faire de tels projets sans en avoir les moyens de les financer. Donc, il y a ces premiers éléments. Le deuxième élément, quand vous parlez de la situation sécuritaire, effectivement, il y a eu une évolution. On a fait les bacs à Ezema à Kidal, les forces de défense et de sécurité. Il a notamment cité la neutralisation de Hugo, qui était un membre influent de l'État islamique. Qui était extrêmement important. Mais il y a encore à faire. Il faut sécuriser les routes. Il faut faciliter l'accès des Gao, par exemple. À partir de Boni, c'est extrêmement compliqué depuis bientôt 9 mois ou plus. Et dans les centres, il y a des bus qui disparaissent ou qui sont pris en otage, dont les passagers sont pris en otage. Il y a ces détails-là à prendre en compte parce qu'il s'agit toujours de la vie des citoyens maliens. Et au-delà de ça, il faut renforcer la sécurité et puis faciliter aussi les déplacements des citoyens, de l'AES au moins, entre les 3 pays, parce qu'il y a beaucoup de plaintes qui sont à ce niveau-là aussi. Et tout ça, ça évoque l'insécurité. Donc quand on cite tout ça, c'est que jusqu'à présent, il y a des choses à faire. Très bien. Alors, si on analyse aussi un peu sa prise de parole, cette fois-ci devant les ressortissants maliens qui sont installés au Burkina Faso, en gros, il a dit, notamment pour la nouvelle constitution, le dialogue intermalien et tout, sont faits avec des compétences locales. Tout est malien. Donc, on a l'impression que c'est le Mali qui doit se charger maintenant de son propre avenir, de son propre devenir. Est-ce que le Mali se suffit à lui-même? Ça, quand même, on doit lui reconnaître que depuis qu'il est là, et son leitmotiv a été que tout ce qui doit être fait soit fait au Mali par des Maliens. Ça, il l'a toujours dit, et de plus en plus, en tout cas, il montre. C'est l'aspect qu'il met toujours devant. Ça a été fait par nous, par des Maliens au Mali. Et ça a motivé le rapatriement du dialogue, ça a motivé bien d'autres décisions, y compris dans les secteurs miniers et autres, où il a toujours voulu l'expertise malienne et des Maliens dans les structures. Pour moi, c'est à saluer à ce niveau-là, parce que oui, personne ne peut connaître nos besoins plus que nous. Personne ne peut nous aider mieux que nous-mêmes. Et si on part de nos propres moyens, avec nos arguments, on doit pouvoir faire tâche d'huile. Donc oui, ça a ses limites, ça a ses difficultés, mais c'est déjà une bonne chose. Déjà une bonne chose, mais on voit quand même qu'il y a des difficultés dans le pays. On sait, on le dit toujours, on est dans un monde globalisé forcément. Donc la même question, est-ce que le Mali se suffit à lui? Non, c'est pas possible. On ne peut pas se suffire à soi-même. Il faut toujours l'autre. Maintenant, quel apport l'autre peut faire dans notre vie? C'est ça que je pense que c'est à ça que le président de la transition a essayé de travailler. Et pour le moment, ça lui réussit. Les seules difficultés aujourd'hui qui ne sont pas les moindres, c'est les difficultés économiques que nous avons, c'est aussi les difficultés partenariales que nous avons. On ne sait pas avec qui travailler, comment est-ce qu'on va travailler avec eux. Donc il y a tout un arsenal de choses à faire. Maintenant,
il y a effectivement eu le référendum qui a donné naissance à une constitution. Il y a eu le dialogue intermalien. Bon, mais je pense qu'il faut faire en sorte que ces consommations maliennes, typiquement maliennes, il faut faire en sorte que ça renfloue aussi l'économie à travers les sociétés ou les entreprises qui doivent être associées justement aux différentes activités pour qu'ils puissent fonctionner. Et je pense que grâce à ça, l'argent peut circuler, ça permet aux populations d'impacter sur le panier de la ménagère et puis avoir une autre façon de vivre. Maintenant, ça revient aussi, par exemple, quand on parle de consommer malien, il a fait, je pense, 3 gigantesques projets de centrales solaires, photo. Bon, il faut faire en sorte que ces exploitations, ces productions soient maliennes de telle sorte que l'intérêt revienne aux Maliens. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, M. Mokhtar Sow, directeur de publication du journal Mali Kilé. Merci à M. Alexis Kalambri, directeur de publication de Mali Tribune. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir, comme toujours. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Bonne soirée à vous.